Alors, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. bonsoir, Ok. Emmanuel. Bonsoir. Super, super. Ok. Bon, on va attendre 2 minutes là parce qu'il est juste 20 heures. Peut-être, moi je pense qu'on se connaît tous. Je regarde un peu les noms. Bon, peut-être là j'ai un doute parce qu'il y a des noms. Je sais pas si ça correspond pas forcément à des noms. Donc Emmanuel Malfait, là, je travaille à la REPTA, je travaille comme psychiatre. Travaille au centre régional sur le psychotrauma, puis je travaille comme chef de service. Voilà, voilà. Mais je pense qu'on s'est tous croisés hein, déjà. Ce soir, on va parler psychotrauma. Je remplace, enfin, si c'est possible, je remplace Pierre. Est-ce possible de remplacer Pierre? Qui devait vous parler de je sais même plus quoi. Peut-être de détox ou de choses comme ça. Et vous le verrez à un autre moment, là. Il doit prendre ma place, là, en mai. Pendant que tout le monde arrive, des petites infos sur la Repta. Je pense que il y a Yves Alphon qui vient autour de l'hypnose. On avait dit qu'on remettait un peu plus d'hypnose, là, ouais, le 30 novembre. Yves Alphon vient le 30 novembre. Euh, c'est quelqu'un de très formé, de super. Un très bon formateur pour se remettre un peu dans l'hypnose. On a reçu Nardone là, il y a 3-4 semaines. C'était vraiment super. Et le master de thérapie stratégique l'a embrayé. Ça reprend. Pour la Repta aussi, on va organiser les 30 ans de la Repta. Ça va être le 28 juin. J'ai un doute, hein. Mais si, c'est ça, je crois que c'est ce qu'on avait dit. Le 28 juin, ouais, c'est ça. Et donc, bah, on va communiquer là-dessus. Je pense qu'il y aura Malarievich qui va venir, sans doute Osterman. Et puis voilà, hein, pour l'instant, pour les invités, je crois. Et puis, non, bah, les cycles reprennent. Là, on a conseil d'administration et conseil pédagogique. Là, on pense qu'on va essayer de continuer à aller vers à peu près 2 cycles de formation, là, c'est-à-dire un cycle qui commence en début d'année, en septembre, puis un autre cycle qui commencera en janvier pour l'hypnose et les thérapies brèves. Là, on se disait que c'était pas mal. Il y a toujours les ateliers, les masters de thérapie stratégique, master de thérapie narrative et master de mouvement alternatif, de psychotrauma. C'est-à-dire que là, on a rajouté des jours, il doit y avoir 9 jours. Voilà. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. À moins que vous ayez des questions sur l'association. Bon, de toute façon, là, il y a Laurette et Hélène sont là, hein, ça marche bien. Là, maintenant, on est plutôt bien rodé là, avec la nouvelle équipe, enfin, la nouvelle équipe depuis presque 2 ans maintenant. Je pense que ça marche plutôt pas mal. Voilà. Voilà à peu près. Je sais pas si vous aviez des questions sur l'association, sur des événements. Pas plus. Je désactive les micros. Je pense que vous pouvez quand même le faire. Je pense que j'ai vu que Julien, peut-être, parce qu'en fait, on est deux. Il y en a un qui fait, normalement, chaque visio, il y en a un qui va faire je dirais, la technique, et puis l'autre qui présente la vidéo, quoi. Donc moi, j'étais pour présenter la vidéo, et normalement, c'est Julien qui fait la technique, qui est un peu n'importe quoi, Julien qui fait la technique. Mais là, je le vois pas. Mais on en profitera si Julien est là, bah, pour lui poser des questions autre chose que la technique. Donc voilà, l'idée, je vais vous présenter un truc quand même. Je voulais avoir peut-être votre avis ou votre retour sur un PowerPoint que j'ai fait là, un peu là, cette semaine. Mais, bon, des choses sur lesquelles je réfléchis en ce moment, que j'ai déjà un peu présenté, mais
peut-être pas trop sous cette forme, elle est un peu plus aboutie. L'idée, c'est de réfléchir un peu, bah, je vais vous dire. Et puis, c'est quand même un temps d'intervision un peu, donc c'est pas mal si vous préparez vos cas, quoi, vos idées. Et puis, il y a 2 secondes, là, il y a ma fille qui parle très fort. Je vais juste lui dire si elle peut parler moins fort. Voilà, c'est une jeune femme de 17 ans qui parle fort, c'est bien. Pleine de vie. Voilà, donc bon, on va commencer. Si vous voulez, on va commencer. Je vais vous partager. Donc ouais, donc l'idée, c'est que vous puissiez réfléchir à des cas, c'est quand même mieux. Et puis qu'on puisse réfléchir après ensemble sur comment on peut faire. Bon, autour du psychotrauma, après, c'est pas très grave. Parce que vous verrez, si jamais on veut voir que le monde, bah, c'est que du psychotrauma, on peut. Pas très intéressant de le voir comme ça, mais c'est possible de relier à ces thématiques-là, et puis on peut faire plein d'autres choses. Donc, voyons un petit partage. Voilà, partager. Ok. Alors, pourquoi je ne peux pas? J'arrive. Mhm. J'arrive, faut que je règle un truc. Pourquoi je ne peux pas partager confidentialité et sécurité? Partager, partager. Mhm. Alors, enregistrer un écran Zoom. Ok. Est-ce que ça va marcher? Voilà. Mais pourquoi? Vous le voyez, c'est bon? C'est ok. Je pense que c'est ok. Par contre, ce que je voudrais, c'est me mettre en diaporama. Ok. Bruno, je vois ta tête là. Tu vois le diaporama? Tu peux juste me faire un signe. C'est ok? Ok. C'est bon. Ok. Donc, l'idée, alors, il faut que je vois en même temps la salle d'attente. C'est ça qui est pas facile à mettre tout. C'est pour ça que c'est pas mal d'être deux. Vous me dites si, je sais pas si d'ailleurs c'est. Ah, que je vois en même temps. Ok. Euh, donc l'idée c'est donc n'hésitez pas à intervenir hein, s'il y a des problèmes techniques ou des choses comme ça. Me laissez pas tout seul. Euh, le partage d'écran est là. Donc, l'idée, c'est de pouvoir réfléchir sur des cartes un peu. Bah, j'ai repris un peu le thème des cartes narratives et de réfléchir à des cartes dans le domaine du psychotrauma.
Donc, alors je regarde ce qu'il faut que j'admette aussi. Là, 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 en même temps, c'est ça qui est pas facile en fait. Faut que j'admette tout le monde. Donc, en fait, donc comme je vous l'ai dit, moi dans le je travaille à l'hôpital. Donc, je peux pas passer les cartes. Ah si. Faut que je travaille à l'hôpital et donc, je suis sans cesse amené, bah, à recevoir des gens et c'est toujours un peu compliqué parce que ces gens, ils ont déjà en général ils sont passés par les urgences ou ils ont vu du monde et à chaque fois, ils ont déjà des étiquettes un petit peu, qui sont mises. Ces étiquettes, peut-être vous connaissez le nom des manuels un peu qui font ça, c'est le DSM. Et puis, c'est la CIM-10. C'est des manuels diagnostiques où on a des définitions de problèmes, en fait. Et on cartographie des problèmes. Ces manuels-là, ils ont été faits quand même beaucoup pour la recherche. C'est-à-dire, ils ont été faits pour étudier des souris. Et ils sont faits aussi pour décrire je dirais, décrire des comportements, mais pour pouvoir parler, pour que un Japonais et un Américain et un Français, ils puissent parler de la même chose un peu. Donc c'est pas du tout des cartes qui sont faites pour soigner les gens. C'est des cartes qui sont faites pour décrire et qui sont faites pour décrire des problèmes. C'est des cartes qui décrivent des problèmes. Bon, ça peut être intéressant. Le problème de ces cartes-là, c'est quand on pense que euh, elles peuvent soigner les gens. Alors l'intention est bonne, hein, parce qu'on se dit que en mettant les gens dans la bonne case, on va trouver le bon traitement. Bon, le problème de ces cartes-là, c'est que ça met déjà un enjeu un peu rivalitaire, avec plein de soignants qui vont essayer d'être le plus intelligent pour mettre les gens dans la bonne case. Bon, donc ça donne oui, non, en fait c'est ça, oui c'est ça. Bon, c'est pas toujours très utile en termes de coopération. Et puis ça va mettre les gens un peu en difficulté parce que les gens, ils vont être figés dans une case, et être figés dans une case, eh bien, bah soit on est OK avec ça et puis on se soumet, soit on n'est pas OK avec ça et on résiste. Donc, de mettre les gens dans ces cases-là, bah, ça va les mettre dans des trucs où ils sont soit dans quelque chose de la soumission, soit quelque chose de la résistance. Quand on est dans le champ du psychotrauma, les mots qu'on va voir apparaître, ça va être les mots de troubles anxieux, troubles paniques, de troubles de stress post-traumatique. Ça va être des mots comme troubles de stress post-traumatique de type 1, de type 2, simple, complexe. On va voir apparaître le mot d'épisode dépressif. On verra apparaître le mot de trouble de la personnalité. On va voir avec des mots comme état limite, borderline. On va voir des mots comme hystérie. On va avoir des mots comme dépendant. On va avoir d'autres mots qui vont apparaître comme trouble bipolaire. On va avoir bon, beaucoup de mots et on va être un petit peu perdu dans ces mots. Alors moi, l'idée, c'est que je travaille toute la journée avec ces mots-là et avec des gens qui utilisent ces mots-là, et je les utilise aussi. Mais comment on fait pour passer d'une carte de la psychopathologie, qui est une carte de description d'un monde dévasté, à une carte de la psychothérapie, qui est quelque chose qui peut aider à faire bouger les gens. Bon, là, je vais essayer de vous proposer une construction pour passer un peu de l'un à l'autre. Vous me direz si vous suivez un peu les choses. Donc, donc effectivement, carte de la psychopathologie, carte de la psychothérapie, comment faire un lien entre les deux, c'est l'idée du jour. Donc je vais vous présenter plusieurs cartes successives, et puis l'idée, ça va être de voir comment on peut nager entre ces cartes, quoi. Donc, euh, une première carte, ça peut être la carte de l'homéostasie. Alors, je vais essayer d'afficher les choses pour pouvoir aussi vous voir et me voir. Je sais pas comment je peux faire ça. Parce que là, j'ai du mal à faire rentrer les gens en même temps. Euh... Arrive. Ah.
Excusez-moi, je vais arrêter le partage. Je vais essayer de refaire quelque chose d'un peu plus fonctionnel pour moi. Ça va marcher. Ouais, c'est pas mal. Ok. Donc, première carte, c'est la carte un peu, je dirais, du réflexe, quoi. C'est-à-dire, en permanence, euh, le corps humain est traversé par des déséquilibres. Ces déséquilibres font des sensations. Ces sensations vont engendrer des comportements. Et ces comportements, ils vont engendrer, enfin, ils visent un retour à l'équilibre. Donc là, bon, si là j'ai bu pas mal de thé là aujourd'hui, parce que j'arrête le café, je suis trop speed. Donc je vais avoir un déséquilibre qui va se manifester par une sensation, c'est-à-dire une pesanteur pelvienne. Donc cette pesanteur pelvienne va engendrer un comportement, je vais aller faire pipi, et le retour à l'équilibre, c'est que j'aurai un corps plus calme. Et en permanence, on est traversé par des déséquilibres externes ou internes, parce que par exemple, ça peut être une baisse d'insuline, comme des équilibres qui va engendrer une sensation de faim, des gargouillis, qui va engendrer un comportement, je mange, et qui va engendrer un retour à l'équilibre. Donc en permanence, on est traversé par des déséquilibres et qui vont amener des sensations et un comportement de retour à l'équilibre. Donc n'hésitez pas à intervenir. Donc ça, c'est la première carte, la carte du réflexe, qui est assez simple, quoi. Donc un corps humain, quand il est tranquille, bon, il bouge pas, on ne sait pas trop ce qui se passe. Quand je parle de sensations, ça peut être des sensations physiques, comme je vous parlais, comme je vous exposais, ce dont je vous parlais, pardon. Ça peut être des émotions aussi. Les émotions, c'est des sensations. Quand il y a un déséquilibre relationnel, les émotions, elles arrivent, elles vont engendrer des comportements pour avoir un retour à un équilibre relationnel. Les pensées, de la même façon, peuvent être vues comme des sensations. C'est des sensations de la tête un peu. Elles vont arriver quand il y a un déséquilibre qui va entraîner une pensée, tiens, il faut que je fasse ça, et qui va faire un retour à l'équilibre. Donc, par exemple, là, je vois pas vos têtes, faudrait que je vois pour vos têtes un peu, parce que ça se trouve, je parle un peu dans le vide. Si, je sais pas si je vois un de vous froncer les sourcils, ça va mettre une sensation chez moi, je dis, voilà. Et une pensée, voilà, il capte pas, et un comportement, et je vais essayer d'expliquer mieux les choses pour avoir un retour à l'équilibre, un retour à l'harmonie, je dirais, dans la relation. Donc, là, je vous mets une autre carte après, bah, c'est la carte de Julien que vous connaissez, hein, la carte de l'autonomie relationnelle. Donc, est-ce que vous voyez là, quand je mets la souris? Et Emmanuel? Oui, Ouais. bonjour. J'avais une Ouais, question. Alors oui, dis-moi. on voit peu. Sur Est-ce ta que tu vois précédente, la oui, souris là quand je oui, bouge? oui, on voit la souris. Super. Concernant juste la diapo qui était juste avant, Ouais, donc à la fois il y a cette sensation et puis donc dans les dimensions physiques, émotionnelles et la pensée, et en même temps tu ouais. mets comportement. Ça voudrait dire qu'à chaque fois, même quand tu as une émotion, quand tu perçois ton émotion, ou quand tu as une pensée en tout cas qui vise à cette homéostasie, ça entraîne toujours un comportement. Non, en fait, c'est quand je mets ça, parce que je veux en venir à quelque chose de relationnel. Mais si tu veux, c'est valable pour les cellules à l'intérieur de toi, c'est valable pour tout. En fait, je mets comportement parce que je suis chez l'être humain. Mais en fait, ça va être, tu as des entrées et tu as des sorties. Et les sorties, elles sont pas toujours comportementales. Ça va être des adaptations, tu vois, dans les cellules, des choses comme ça peut être d'autres choses. Mais là, comme je m'adresse aux comportements, plutôt aux humains, on va être plutôt dans une sphère comportementale visible et relationnelle. Mais non, non, ça, c'est pas toujours des comportements. Et si tu veux, en plus, c'est quand je mets pensée parce que je voulais faire la distinction parce que en fait, il y a un filtre dans le corps humain, il y a le thalamus qui fait que c'est pas toutes les pensées qui vont arriver à la tête. Par exemple, là, si je suis sur ma fesse gauche, là, ben, c'est un déséquilibre. À un moment, je vais avoir une sensation, je vais avoir un peu mal à ma fesse gauche, mais je vais pas forcément penser, tiens, faut que je me remette droit. Les choses vont être parfois automatiques et iront pas au stade de la pensée. Mais effectivement, c'est pas toujours le retour à l'équilibre, se manifeste pas toujours par des comportements. Il y a des choses qui se font de façon automatique à l'intérieur de nous. Mais je vais rester sur une sphère comportementale. Ok, merci. Quand on prend la carte de l'autonomie relationnelle, donc celle de Julien, je reprends. Donc, vous savez qu'il y a deux grands problèmes chez les êtres humains, se sentir abandonné, se sentir maltraité. Ces déséquilibres-là, l'abandon, il va plutôt faire des sensations de vide.
il va entraîner des comportements et ces comportements, ils visent la relation. Mais parfois, on va tomber dans le deuxième problème, c'est-à-dire que ces relations, elles vont être vécues comme maltraitantes. En général, donc le déséquilibre qu'est la maltraitance va entraîner comme sensation plutôt une sensation d'oppression. On va dire des nœuds, des choses comme ça. Et ça va aussi entraîner des comportements et la maltraitance va plutôt entraîner des comportements de retour à la liberté. C'est-à-dire que dans la relation, si je la vis comme maltraitante, c'est que j'ai le sentiment qu'on m'impose des choses. Les autres m'emmerdent, quoi. Alors, on reverra tout à l'heure, mais ces dimensions-là, d'abandon, maltraitance, de relation, liberté, elles vont s'écrire dans le rapport à l'autre, dans le rapport à moi et dans le rapport au monde. Donc ça veut dire que quand je dis maltraitance, ça peut être les autres qui m'emmerdent, mon corps qui m'emmerde et le monde qui m'embête aussi. Donc quand je me sens abandonné, ça peut être, la vision que les autres m'abandonnent, que mon corps m'abandonne, dans les maladies, les choses comme ça et que le monde m'abandonne. C'est OK pour cette carte-là? C'est une deuxième carte. Donc là, vous voyez, il manque un endroit, c'est les comportements. Dans les comportements, là, bah, je prends la carte polyvagale et puis la carte, au niveau de Muriel Salmona, là, qui a parlé de la dissociation. Et dans cette carte-là, Borges parle de fenêtre de tolérance. Donc, bon, je prends un exemple, peut-être, vous l'avez déjà entendu parce que je parle un peu de ça, toujours de ça, quoi. Par exemple, si, donc je sais pas, vous êtes pas peut-être pas tous de Nantes, mais supposons, là, vous voyez une place dans la ville où vous êtes. Je sors à 2 heures du matin, bah, par exemple, à Nantes, ça va être la place du Commerce. Je sors à 2 heures du matin de la place du Commerce, j'ai trop bu et là, je vois, 2 gars qui arrivent vers moi. Je vois 2 gars qui arrivent vers moi, puis ils ont l'air menaçants, quoi. Je sens que ça va pas bien se passer. Donc, à la fois, j'ai quelque chose de l'abandon, qui vient parce que je suis tout seul, j'ai une sensation de vide et à la fois, j'ai quelque chose, je me sens maltraité, parce que j'ai une oppression, parce que j'ai peur de me faire maltraiter. Donc là, suivant la fenêtre de tolérance, je regarde juste, je sais pas si vous pouvez voir s'il y a des gens à admettre, j'ai peur de tout à l'heure, j'en ai loupé, mais peut-être que je le verrai. Je sais pas si vous voyez ça, vous êtes pas le voir. Je vais le mettre. Bon, je pense que ça me sera signalé, j'espère. Donc, les gars arrivent et là, suivant ma fenêtre de tolérance, je vais avoir des actions. Donc, je vais avoir des actions, je peux essayer de m'adapter. Donc, il faut savoir que mes actions, elles vont viser la relation, elles vont viser la relation pour faire plus de liberté. Donc, je vais essayer de m'adapter, c'est-à-dire que je vais essayer de faire de la relation. J'ai pas du tout envie de parler à ces gars-là, mais je vais leur dire: «Eh, ça va les gars, dis donc, on a un petit coup dans le nez, c'est pas facile». Je vais essayer de rentrer dans le même monde qu'eux. Je vais essayer de viser, d'avoir des comportements adaptatifs pour viser la relation et ce que je veux, c'est de la liberté. Je veux qu'ils me laissent et je veux passer, à autre chose. Toutes ces cartes-là, moi, je les utilise dans le psychotrauma parce que si vous voulez, ça me permet des recadrages pour les gens. Et par exemple, la carte de l'adaptation, il y a plein de gens qui vont, on peut les tirer, enfin, cette idée d'adaptation et il y a plein de gens qui vont avoir le sentiment, à certains moments de leur vie, de faire des trucs, mais ils ont pas du tout envie, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie d'être copain avec eux, mais si je reste à l'étage, «Ah bah merde, j'ai essayé d'être copain avec des gens qui me voulaient du mal», je vais pouvoir me dire: «Mais je suis complètement taré». Donc parfois, c'est des recadrages quand même utiles parce que, certains femmes ou hommes ont pu, dans certaines situations, bah, en tentant de s'adapter, bah, faire des choses, qui apparaissent après coup un peu bizarres, hein. Ça peut aller jusqu'au syndrome de Stockholm un peu, si vous voulez. Où, bah, on se met à faire ami-ami avec, les ravisseurs, avec les gens qui vous maltraitent. Alors on n'est pas vraiment amis, c'est des trucs adaptatifs, sans doute, alors peut-être pas pour tout et puis je vais pas il y a des livres entiers sur le syndrome de Stockholm, je vais pas le résumer à ça. Mais, c'est quand même intéressant de voir ce qu'on vise, bah, c'est la liberté, quoi. Donc parfois on fait des choses, bah, après on se dit, tu sais, «Est-ce que c'était vraiment super?» Mais là, il se trouve que ces gars-là, là, les 2 gars dont je vous parle, bah, ils sont très menaçants, ils arrivent, c'est pas le temps de faire copain, copain, quoi. Et je vois que je vais m'en prendre une. Donc là, je me mets en mode danger. En mode danger, bah, on peut pas faire grand-chose d'autre que, bah, de la fuite. Donc je pars en courant et c'est-à-dire que vous voyez, on est sur des choses réflexes. Ça veut dire que je cours, donc j'ai peur. C'est pas j'ai peur donc je cours, c'est je cours donc j'ai peur. Je cours et cette course, en fait, elle vise quoi? Bah, elle vise la liberté.
et elle s'achèvera dans la relation. Ça veut dire que, je vais m'arrêter de courir parce que, 1 kilomètre plus loin, bah, je vais trouver un groupe de passants qui va me dire: «Ah, c'est bon». Je vais leur dire: «Eh ben, je me fais il y a des gars qui veulent me taper dessus, et c'est bon, tu es avec nous, c'est OK». La protection va faire que mes jambes vont s'arrêter de courir et je vais pouvoir, de nouveau être dans une capacité, bah, à faire face, à faire d'autres choses. Ou alors je peux faire du combat. En mode danger, je peux faire du combat et si, bon, bah, j'estime que les gars devant moi, bah, j'ai une chance, je dis pas que c'est bien ou mal, hein, c'est des réactions réflexes, c'est comme ça, hein, mais c'est bien sûr que c'est mal de taper. Mais bon, il y a des moments, c'est comme ça et donc je peux faire du combat aussi et de la même façon, mon poing, il s'arrêtera quand il y a une relation qui va me dire: «Hey, c'est bon, tu peux arrêter» et mon poing, ce qu'il vise, c'est pas de la destruction des personnes en face de moi. Ce qu'il vise, c'est à mettre plus de liberté. Donc ça va être intéressant aussi tous ces recadrages, parfois. Il s'agit pas d'excuser, hein, des comportements violents, c'est pas ce que je veux dire. Mais là, on n'est pas dans le domaine de la justice, on est dans le domaine de la thérapie. Donc il s'agira de réfléchir un peu. Ce point, il vise la liberté et il s'arrêtera dans la relation. Ça peut être un pompier, quelqu'un, un autre patient qui dit: «Hey, c'est bon» ou même les relations à l'intérieur de moi. Ma mère qui me dira: «Hey, c'est bon, tu peux arrêter de taper là, tu arrêtes, c'est fini». Mais là, il se trouve que les gars, et ben, ils me sautent dessus, ils sont plus balèzes que moi et je peux rien faire. Donc je suis à terre et ils me donnent des coups et donc là, je regarde juste si j'ai pas d'accord, donc il y a des gens qui arrivent, faut que je fasse attention. OK, OK, je reviens. Donc comment je fais pour repartager? Non, ça partage toujours. Alors attendez, comment je fais? C'est l'affichage, excusez-moi. Heu, comment je fais? Ah excusez-moi, j'arrête le partage parce que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. OK, donc là, il me roue de coups, je suis à terre et là, je peux pas faire grand chose d'autre que me mettre en mode figement. C'est pas me mettre en mode figement, c'est un réflexe, hein, c'est le mode figement qui arrive. Donc c'est un figement qui est tonique, c'est-à-dire que les gens me rouent de coups. Mais c'est tonique parce qu'à l'intérieur, ça bout. À l'intérieur, j'ai, du battement cardiaque, j'ai de la production de sucre, parce à tout moment, je vais essayer de faire de la fuite ou du combat. À tout moment, je vais essayer de m'échapper, je suis encore dans un truc où je pourrais m'échapper. Donc si vous voulez, vous avez une enveloppe, un peu incompressible et à l'intérieur, il y a un moteur qui tourne. Le problème, c'est que trop de battement cardiaque, bah, pour le cœur, c'est pas bon et puis trop de sucre, c'est toxique pour les glucoses, pour le glu pour les neurones, pardon. Trop de glucose, c'est toxique pour les neurones. Donc c'est un peu, ça peut être embêtant. Donc il y a un mode de sauvegarde, ça c'est plutôt Salmona qui parle de ça, qu'elle appelle la dissociation et le terme de dissociation, bah, je le réserve plutôt pour ces événements-là un peu. Pour moi, la dissociation, c'est de la pathologie, mais on en reparlera après. Parce que parfois on le voit dans l'hypnose, la dissociation. Mais on verra, moi je parlerai d'autre chose. Eh, Suzy, s'il te plaît, est-ce que je suis en train de travailler? Donc la dissociation, on va la réserver pour la pathologie. Donc, à un moment, il y a une enveloppe incompressible, un moteur qui tourne, c'est dangereux. Donc il y a un mécanisme de sauvegarde. Donc elle parle de disjonction de l'amygdale, mais c'est des métaphores tout ça. C'est pas on n'a jamais vu une amygdale disjonctée. Mais c'est une métaphore qui me paraît intéressante. Mais à un moment, il y a quand même un truc qui se met en place. Il y a sans doute des décharges d'endorphine et je me dissocie. Ça fait que mon corps est là et moi je suis ailleurs. Donc c'est un mode de sauvegarde. Le mode de sauvegarde, je dirais, un petit peu ultime. Mais de la même façon, cette dissociation, elle s'arrêtera dans la relation et de nouveau, je pourrais me réassocier. Donc, si vous voulez, tous ces comportements-là, ce qu'ils visent, c'est plus de liberté et ils s'achèveront dans la relation. D'accord? Donc ce que je vous disais, un comportement va naître d'un déséquilibre relationnel et c'est la relation qui fera, bah, que de nouveau, je vais retourner à l'équilibre et je vais arrêter, de me dissocier, je vais arrêter de fuir. Donc
De nouveau, là, vous avez le même schéma que tout à l'heure et je vous ai remis les comportements. Donc, ce que ça vise, c'est la relation et la liberté. Et de nouveau, là où je faisais de la fuite, je vais être capable de faire face. Là où je faisais du combat, je vais être capable de lâcher prise. Là où je faisais du figement, je vais pouvoir me remettre en mouvement. Et là où je me dissociais, je vais pouvoir me réassocier. Est-ce que c'est OK pour vous? Ouais, c'est bon. OK. Merci Lanig. Dans le psychotrauma, on pourrait dire que le problème, en fait, il va être directement corrélé au vécu abandonnique. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens, ils vont avoir la sensation que la relation n'est pas venue. Donc, ils vont avoir la sensation que la relation n'est pas venue. Donc, on va se retrouver face à des gens qui, depuis des années, bah, restent en mode fuite, restent en mode combat, restent en mode figement et restent en mode dissociatif. Donc, ça va tourner un petit peu en rond avec des gens qui vont, en plus, comme il y a eu ce mode dissociatif en place, le mode dissociatif, il fait que vous n'êtes pas vraiment là. Donc, vous ne pouvez pas digérer l'événement. Digérer l'événement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais mettre un comportement dans un contexte. Et là, je vais pas pouvoir. Et je vais pas pouvoir historiser l'histoire. Ça fait que je vais avoir des attaques un peu. Par exemple, je regarde un film et puis je vois des gars se faire taper dessus et paf, ça me remet dedans. C'est la porte d'entrée corticale, la porte d'entrée par les pensées. Je vais avoir des portes d'entrée contextuelles. Je me mets à sortir la nuit, le soir et paf, ça me remet dedans. Ça va me rappeler l'événement. Et j'ai avoir même je vais avoir des portes d'entrée aussi, je dirais somatiques du corps. C'est-à-dire que, à un moment, je me mets à courir, mon cœur s'accélère et paf, ça me remet dedans. Parce que mon cœur s'était accéléré dans l'événement. Donc, je vais être bombardé d'infos et ces infos, comme j'ai pas pu digérer l'événement, je vais me mettre à lutter contre. Donc, en permanence, je vais lutter contre les images, je vais essayer de les fuir, je vais lutter contre les sensations. Et plus je fais ça, vous savez bien, plus je fais ça, plus elles vont s'installer. Donc, il va y avoir une confusion entre ce qui était un signal de danger, la sensation, et un danger. Je vais me mettre à avoir peur de mes sensations et je vais lutter contre, ce qui va faire que je vais les installer. Donc, les comportements vont se figer, puis devenir une identité. Ça veut dire qu'un comportement de fuite qui se répète, on va l'appeler, on va l'appeler d'un certain nom. Et là, on arrive justement à la carte de la psychopathologie, où on a des gens bloqués dans le monde de l'évitement, et quand on a des gens, alors quand c'est une origine traumatique, souvent dans les troubles anxieux, il y a quand même une origine traumatique, on va les appeler les phobies. Dans plein de phobies, les phobies simples, il y a eu des choses traumatiques à l'origine qui ont fait que et après cette lutte, on fait que ça, cette lutte et cet évitement, on on fait que les gens sont devenus des évitants et les évitants dans le monde, dans la carte de la psychopathologie, on les appelle les phobiques. Il y a des évitants aussi qui évitent tout, qui laissent tomber, qui abandonnent et abandonner parfois ça pourrait être confondu avec la dépression. On en reparlera un autre jour, mais c'est justement, ça va être intéressant dans la dépression parfois de transformer l'abandon, l'évitement, en quelque chose qui est du renoncement, qui est plus actif. Bon, c'est pas le jour pour en parler, mais tout ça, ça va être des recadrages utiles. Des gens qui sont bloqués en mode combat, ils peuvent être bloqués en mode combat contre les autres. C'est ce qu'on peut voir dans la psychopathie. Les gens sont des objets, je les utilise. C'est qu'on peut se voir dans les états limites aussi. On peut voir ce genre de choses. Quand on est bloqué en mode combat contre soi, on va combattre ses pensées. C'est ce qu'on voit dans le trouble obsessionnel. Quand on est en mode combat contre ses sensations, on peut voir ça dans les troubles du comportement alimentaire. Cette lutte effrénée contre la faim et ce refus alimentaire, certaines vont, je dis certaines, mais ça peut être certains aussi, hein, vont découvrir un peu par hasard que ça anesthésie les sensations. Et je vais combattre mon corps. Ça pourra s'appeler trouble du comportement alimentaire. Bon, de façon plus générale, quand je me mets à combattre les images ou à essayer d'éviter les images du futur, les problématiques du futur en psychiatrie, c'est souvent en lien avec des troubles anxieux. C'est-à-dire que les troubles anxieux, c'est des images du futur qui me font peur, souvent. Quand j'ai des images du passé qui me font peur, sur lesquelles je lutte, ou je tourne en boucle, ça pourra s'appeler dépression, ça pourra s'appeler stress post-traumatique. Bon, après, quand je suis dans le monde du figement, bah, ça peut s'appeler dépression. Vous voyez bien, les gens tout figés, bloqués, qui ne bougent plus.
Et je dirais la pathologie au sens large. C'est-à-dire dans toutes les pathologies, la problématique de la pathologie, c'est l'immobilisme. C'est les gens, ils bougent plus, quoi. Je regarde quand même si Julien. Non, non, je pense que Julien a oublié. Ok. Le monde de la dissociation, voilà. Comme je vous disais, le problème du mot dissociation, on pourra en reparler si vous voulez, c'est que suivant l'endroit où on est, suivant la discipline qu'on exerce, il va avoir plein de définitions différentes. Donc c'est un mot qui est très chiant parce que suivant la personne que vous avez en face de vous, il va l'utiliser pour un certain point de vue. Et ça, c'est pas facile. Donc, par exemple, quand vous faites de l'hypnose, dans les bouquins d'hypnose, vous verrez apparaître le terme de dissociation. Mais vous avez vu que nous, à l'AREPTA, on préfère le terme de désassociation. C'est-à-dire que de l'hypnose, ça veut dire quoi? Ça veut dire se désassocier. Ça veut dire se désassocier, ça veut dire que je suis là, et dans le même temps, je vais aller chercher la ressource. Le jardin de ma grand-mère, les ressources et des ressources relationnelles. Mais par exemple, là, je suis en train de me faire mal parler par je sais pas qui, mon patron ou des choses comme ça. Je peux être là et ailleurs. C'est un genre de cause toujours. Moi, je vais aller chercher une ressource. J'ai pensé à ce soir avec ma femme, ce week-end avec mes enfants. Donc, on peut se désassocier. On le fait en permanence dans le monde de la douleur ou des choses comme ça, et c'est très utile. Mais vous verrez que parfois, on emploie le dissociation en hypnose, comme vous le savez. Quand vous écoutez Julien Bedbez, lui, quand il emploie le terme de dissociation, il est beaucoup sur la lutte contre soi, avec les comportements automatiques. La colère de la colère, la tristesse de la tristesse, c'est un autre. Il dit que les gens sont dissociés. Donc il y a plein de définitions, c'est pour ça que c'est pas si facile. Et là, je vous ai parlé de la dissociation de Salmona que moi je réserve dans le psychotrauma à cette espèce de disjonction hein, de l'amygdale, enfin, qui est une métaphore, hein, mais qui est autre chose que le figement pour moi. Euh, dans le monde de la dissociation, si vous voulez, dans le monde du psychotrauma, donc la dissociation, c'est le mode ultime. On va avoir des gens qui se figent, on va avoir des gens qui essayent de combattre les images, combattre les sensations, éviter, puis parfois ça marche pas. Donc quand ça marche pas, bah, on va avoir l'apparition de conduites dissociatives. C'est quoi une conduite dissociative? C'est en général de refaire de la violence. De refaire de la violence contre les autres, et ça dissocie, c'est le monde de la psychopathie, ou de refaire de la violence contre soi. Les scarifications, les conduites sexuelles à risque, puis le refus alimentaire, c'est des choses qui vont dissocier les gens. Alors les scarifications, rien n'est vraiment si propre que ça, hein, parce que les scarifications, c'est aussi un moyen de reprendre le contrôle. C'est-à-dire que c'est un boulbi-boulga à l'intérieur de soi, et en fait, non, c'est moi qui décide où j'ai mal quand j'ai mal. C'est aussi un moyen de reprise de contrôle. Mais il y a aussi une recherche dissociative. Certaines décriront, parce que c'est plutôt des jeunes filles, vont dire que ça les anesthésie. Donc les conduites dissociatives, bien sûr, on trouve ça avec les drogues aussi. Il n'y a pas que la violence sur les autres sur soi, il y a aussi les drogues, il y a plein de drogues, toutes les drogues. La majeure partie des drogues sont des drogues dissociantes. Voilà. Donc l'idée, c'est de classifier un peu les choses, vous voyez, en fonction de ces tentatives de solution, je dirais, pour rejoindre toute cette carte de la psychopathologie. Et pour voir quelles sont les actions, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Et vous voyez bien que c'est pas aussi propre que ça, tout se recoupe un peu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça vous paraît à peu près clair ce que je dis? C'est OK? Bon, qu'est-ce qu'on va décrire dans la psychopathologie? On va essayer bah, de décrire le rapport de soi à soi. C'est ça le problème. On va essayer, les gens sont seuls et ils vont essayer de découvrir leur fonctionnement et on va mettre plein de mots pour ce rapport de soi à soi, avec une espèce de mise en abîme et avec des cartes de désastre qui vont être, voilà, on va avoir des cartes de désastre extrêmement détaillées, de vie désastreuse, avec des identités assez figées parce que quand un comportement se répète, au bout d'un moment, c'est plus un comportement, ça devient une identité. C'est pas je fais du figement, ça va être je suis déprimé. Je suis borderline, je suis traumatisé. On n'est plus dans des trucs de comportement contextualisés, on est dans des mondes identitaires. Donc, comment on rejoint ça? Bon, voilà, après, ça s'adresse peut-être moins à vous qui êtes formés et tout. Mais bon, donc il y a cette carte-là que vous connaissez, les solutions d'un côté, les actions, je dirais la liberté de ce côté-là, avec toute l'approche centrée solution.
les comportements et les problèmes de ce côté avec toute l'approche stratégique, Palo Alto, Nardan. Et puis en dessous, là, quand on est plus vers les solutions et le sens, on est dans les thérapies narratives. Donc cette carte-là, moi je l'aime bien parce que je l'utilise beaucoup maintenant en intervision, en supervision, parce qu'elle permet à des gens soit qui s'y connaissent beaucoup, soit qui connaissent rien, de pouvoir remettre leur petit un peu sur je dirais sur les façons de faire. Bon, tout ça pour dire que psychotraumatisme simple, complexe, tout ça, on s'en fout un peu, quoi. C'est Dominique Méglé qui dit qu'il n'y a pas de psychotraumatisme simple ou complexe, il y a que des psychothérapeutes complexes. Donc, il faut. L'idée, si vous voulez, quand même, pour moi, je pense que quand un problème devient chronique, c'est pas proportionnel à l'intensité de la maltraitance, ça va être proportionnel à l'intensité du vécu abandonnique, Mhm. au défaut de tiers sécure. C'est ça qui va faire que la problématique va se chroniciser. Et vous voyez bien que les gens qu'on reçoit en soins, on les reçoit en soins parce que l'entourage n'en peut plus, quoi, en général. Et c'est plus possible. Il y a l'entourage qui flanche, quoi. Donc l'idée, de toute façon, dans toutes ces problématiques-là, que ce soit psychotraumatique ou autre, bah, c'est d'abord de travailler la relation. Donc l'outil, je dirais, le plus efficace, pour moi, à mon sens, pour travailler la relation, c'est le questionnement narratif. Bon, alors, c'est pas le but de la journée, enfin parce que, on s'arrête à 9 heures, donc il nous reste 20 minutes, hein, on va essayer de parler de cas cliniques. Mais l'idée, c'est d'abord de retrouver une relation qui peut entendre, protéger, résister. Il faut trouver quelqu'un qui est là. Heu, Parce que si les gens répètent, ah bah, ils répètent, c'est qu'ils sont pas entendus. Donc, faut trouver par un questionnement des oreilles capables de les entendre. Et ça va être des questions, à quel moment vous êtes senti entendu dans votre vie? Et voilà, par ma sœur, par, tel prof, d'histoire géo, et de décrire de façon hypnotique ce moment où il y a eu de l'écoute. Et je vous renvoie aussi au remembering, que cette écoute, elle a été riche cette écoute, elle a permis à l'instituteur de se sentir un bon instituteur, à cette sœur de se sentir une bonne sœur. C'est quelque chose qui va dans les 2 sens. Donc on fait un questionnement sur le remembering et puis c'est un questionnement qui est hypnotique. Et quand les gens sont dedans, on leur dit, «Rentrez dedans», et puis l'idée après, bah, ça va être de chausser ses oreilles de l'écoutant et de pouvoir entendre ce que les gens ont à dire. Et là, en général, les gens se répètent plus, et souvent, ça suffit juste pour amener la fin de la dissociation. Les gens vont vraiment pleurer au lieu heu, de lutter contre les pleurs. On va être dans autre chose. On va être dans une relation qui est capable d'accepter les pleurs. Bon, sinon, je vous ai mis d'autres choses, et on va externaliser la parole dissociative. Ce qui va être intéressant, c'est d'externaliser, justement, ces cartes de psychopathologie. Je suis borderline, vous dites: «Je suis borderline», quand est-ce que c'est arrivé dans votre vie? Parce que borderline, c'est le monde de l'abandon et du trauma qui fait dire ça aux gens. C'est un effet, heu, du trauma de dire: «Je suis borderline». Donc faut pas être dupe et complice de ça. Quand on se met à croire que les gens sont vraiment borderline, eh ben, on rentre dans ce monde-là, on rentre dans ces tentatives des tentatives de solution-là, et puis, bah, on ne peut plus en sortir après. Donc l'idée, c'est de faire ramener du monde. Faut être au moins 3. C'est-à-dire qu'on est déjà 2, au moins que la relation s'installe, faire venir du monde, puis plein de monde qui vont dire, qui vont pouvoir permettre de tisser une histoire alternative, qui vont permettre de pouvoir dire, bah, qu'il y a d'autres endroits que je suis borderline, d'autres endroits que je suis déprimé, qu'il y a d'autres, il y a de la vie à côté, et bah, que ces moments-là, on va essayer après de les contextualiser, et puis à la fin, on va essayer même de séparer le comportement de l'individu. C'est-à-dire qu'on n'aura pas tous les hommes sont des porcs, on va arriver à certains hommes, dans certains contextes, ont des comportements de porc. Mais bon, voilà, c'est pas si simple. Donc alors après, là, je dis qu'effectivement, vous voyez, là, on est, ici, on est sur une thérapie, de la relation, et puis c'est un peu comme si, ici, en haut, on était plutôt sur une thérapie de l'action. Bon, vous verrez que c'est pas si vrai, mais ça va être difficile de commencer de but en blanc sur les thérapies orientées solutions et les thérapies stratégiques, parce que c'est parfois des thérapies qui vont fonctionner très bien, mais sur des gens qui ont déjà des exceptions, déjà des moments sécures. S'il y a aucun moment sécure, c'est difficile. Parce que vous allez faire des prescriptions et les gens vont dire: «Ah non, mais c'est trop dur, c'est trop compliqué, vous comprenez pas», et vous allez tomber dans des choses maltraitantes. C'est-à-dire quand la relation est pas en place, si vous proposez des actions, elles vont de toute façon être vécues comme maltraitantes. Mhm. Mais quand la relation est en place,
Le... Après, vous pouvez faire hein, tout ce que vous voulez, thérapie stratégique, thérapie orientée solution, et vous allez à ce moment-là aller du contrôle vers le lâcher prise. Vous allez passer de l'évitement au faire face. Vous allez passer du figement vers le mouvement. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai laissé ça. C'est complètement n'importe quoi. Euh... Non, mais je vais pas vous embêter avec ça, mais quand même, ça m'énerve. Ok, donc l'idée, c'est de retrouver un choix. De retrouver, parce que j'ai changé mon PowerPoint cet après-midi. L'idée, c'est de retrouver un choix. C'est ça le monde de la vie. On fait des choix. Parce que éviter, combattre, enfin, c'est ni bien ni mal, hein, mais on n'a plus le choix. On est prisonnier de ce monde de l'évitement. Donc, la relation avant l'action. Donc, tout ça, c'est des conversations hypnotiques, hein, vous savez bien, les thérapies brèves sur les fils d'hypnose. Et puis, ne pas rester dupe non plus. Les thérapies brèves, quand vous faites ça bien, de toute façon, quand vous faites la question miracle sur le futur, par exemple, bah, ce que vous cherchez, c'est une différence relationnelle. Donc, là où ça marche pas, la thérapie orientée solution, c'est quand vous faites la question miracle et que vous restez au stade de l'action. Qu'est-ce que vous ferez de différent? Non. La question miracle, elle doit porter sur des différences relationnelles. Dans la thérapie stratégique, on parle d'expérience émotionnelle correctrice, mais cette expérience émotionnelle correctrice, elle doit aussi amener des différences relationnelles. Et pas que des mondes d'action, sinon les gens, ils sont bloqués dans ces mondes d'action. Tout ça pour dire que bon, tout ce qu'on appelle, si vous voulez, ce moment de relation et de liberté, ce moment où le corps est calme, bah, en hypnose, vous l'appellerez ressources, apprentissage. En thérapie narrative, vous l'appellerez valeur. En TOS, vous l'appellerez exception. En thérapie stratégique, vous pouvez l'appeler expérience émotionnelle correctrice, mais vous pourrez retrouver un peu quand même les mêmes intentions là-dedans. Sachant que la thérapie narrative, le questionnement est quand même pensé pour des mondes où la relation n'est pas en place et c'est quand même plutôt intéressant. Bon, ça, un schéma, j'y arrive pas avec ce schéma, c'est difficile, hein. C'est un collègue qui l'a fait, mais c'est difficile de tout résumer, difficile. Voilà, voilà. Et il nous reste un quart d'heure. Si vous avez des questions, des cas ou des choses, je vais arrêter le partage. Voilà. Et est-ce qu'on se comprend un peu? Est-ce que ça vous paraît un peu compréhensible ce que je dis? Que c'est OK pour vous? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, juste une question. Est-ce qu'on peut voir et utiliser ce principe quand le traumatisme il est transgénérationnel en fait? Quand c'est pas la personne, c'est pas le patient lui-même qui a vécu les choses, mais qu'il y a des choses qui sont passées à travers la mère ou le père ou la famille, quoi. Alors, de toute façon, le traumatisme, c'est une histoire qu'on se raconte. Donc, non mais reste, Philippe, hein. Ça va me faire plaisir de te voir. J'ai vu la semaine dernière, là, c'est bien, là, on est. Le traumatisme, c'est une histoire qu'on se raconte. Si tu veux, on saura jamais, on n'est pas dans les questions de vérité ou de choses comme ça. Donc les gens vont me dire, c'est un traumatisme transgénérationnel ou j'ai vécu ça, des choses comme ça. Après, l'idée, c'est ces idées-là, ces pensées-là. Si tu veux, par exemple, une métaphorisation qui est quand même une conceptualisation qui est intéressante, c'est le modèle un peu de l'EMDR. Alors, c'est plus de l'EMDR qu'on fait parce que c'est. Mais si vous voulez, les techniques d'écran, ça va être intéressant. Si tu veux, tu vas mettre ce que la personne se dit, tu vas l'externaliser. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites, je sais pas ce que tu appelles traumatisme transgénérationnel, mais ma mère a été violée ou des choses comme ça. Et quand vous voyez ça, ma mère a été violée, qu'est-ce que ça vous fait? Et qu'est-ce que vous vous dites sur vous maintenant? Il ne s'agit pas de prendre pour argent comptant, parce qu'il y a des choses, on ne sait pas, hein, nous, on n'est pas de la police, quoi. Il y a voilà, on croit les gens, mais ce qui va être intéressant, c'est par rapport à cette histoire, par rapport à cette image, que tu peux appeler trauma. Mais si tu veux, quand tu dis trauma transgénérationnel, tu es déjà dans une carte de la psychopathologie. Tu es déjà dans un monde, si tu veux, ce qui va être intéressant, c'est de dire, bah, moi, je sais ce que c'est, trauma transgénérationnel pour moi, mais qu'est-ce que c'est pour vous? Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que quand je vois une photo de ma mère, je me dis ça. Ah, ok. Et après, on va travailler sur qu'est-ce que vous préférez vous dire.
Et là, si tu veux, on va essayer de déconstruire un peu tout ça et d'amener la personne à se dire bah, que la mère, eh ben, elle a fait ce qu'elle pouvait. Dans un monde de trauma ou de choses comme ça, bah, elle a peut-être fait de l'évitement, elle a peut-être fait du figement, elle a peut-être fait de la dissociation, mais elle a fait ce qu'elle pouvait. Tu vois, par exemple, là, j'ai vu une jeune fille, oui, quel jour? Jeudi. J'ai vu une jeune fille lundi, et je trouve que c'est vraiment intéressant ça. Tu vois, elle a un vécu d'abandon. C'est-à-dire qu'elle, elle dit à sa mère qu'elle s'est fait violer et elle a le sentiment que sa mère n'avait rien à foutre. On discute un peu, on fait des choses, de l'hypnose, des bidules, des recadrages, ce que tu veux. Là, c'est la deuxième fois que je la voyais. Et puis, on discute de tout ça et en fait, elle a pu arriver à se dire, et bon, à se dire qu'en fait, quand elle est arrivée avec son malheur, sa mère était tellement impactée par son malheur, parce qu'elle aussi, elle avait été victime effectivement de choses difficiles. Elle était tellement mal quand elle voit sa fille qu'elle se dissocie. Elle part, quoi. Donc ça fait que, sa mère, c'est parce qu'elle a été tellement affectée par le malheur de sa fille qu'elle se dissocie. Donc si tu veux, c'est un recadrage, mais ça l'a fait switcher. Parce qu'elle se dit pas: «Ma mère en a rien à foutre». Elle dit: «Ma mère est tellement mal qu'elle se dissocie». Et ça lui permet de se dire: «Bah, ouais, c'est vrai qu'elle a vécu ça, c'est vrai que c'est hyper difficile pour elle. Quand elle est en contact avec, de la difficulté, elle fait ça». Donc ça fait que c'est plus moi qui suis visé, c'est: «Ah, pauvre maman qui est dans un monde dissociatif et moi comment je peux faire autrement et sur quel soutien j'ai pu aller? Qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre?» Et là, elle peut voir que, bah, ses copines étaient là, son père était là et là on parle plus de trauma transgénérationnel, on parle de chacun fait comme il peut, quoi. Est-ce que ça répond un peu à ta question, Philippe? Oui, 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 sur le côté histoire, Ça c'est en sûr. amène d'autres. Non, 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 non. Quand c'est transgénérationnel, c'est sûr qu'il y a une partie d'histoire et de fantasmer en partie, forcément. Ouais. Ah, je dis pas que c'est fantasmé, c'est pas forcément ça. Mais ce qu'on va faire, parce que tout peut être réel, il y a pas de souci, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ça maintenant? Cette histoire, on peut, tu vois, on pourrait l'écrire sur la main. Qu'est-ce que vous vous racontez comme histoire transgénérationnelle? On l'écrit et quand vous voyez cette histoire, comment ça fait? Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous préféreriez vous dire? C'est-à-dire que tu le prends, tu externalises ce contenu. Tu externalises, alors, c'est parce que tu veux, histoire transgénérationnelle, ça veut rien dire. Mais tu vas avoir une phrase, dans ma famille, on est alcoolo de père en fils. Tu notes l'histoire, tu notes dans ma famille, quand est-ce que c'est arrivé dans votre vie de vous dire ça? Et tu vas voir comment prendre de la distance par rapport à ça. Mais là, c'est difficile parce que ces notions-là, effectivement, là, tu commences l'hypnose et c'est pas évident, ça fait beaucoup de trucs, mais l'idée, heu, c'est de pas rentrer dans ce monde-là. De pouvoir dire: «OK, cette histoire de trauma transgénérationnel qu'on va nommer, on va l'appeler», tu as quelqu'un en tête? Non, pas forcément de cas clinique, mais euh, non, Et bah, non. ça si tu veux, ça va s'appeler quelque chose et cette histoire qu'on se raconte, elle va avoir, voilà, elle va avoir des effets négatifs parce qu'elle va me dire, bah, elle va me condamner à un destin, mais elle va aussi avoir des effets positifs. On est comme ça dans la famille et on va voilà, est-ce que vous avez envie de vous dire ça? Est-ce que vous avez plus envie de vous dire ça? OK. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites autre chose que ça? On va essayer de sortir de ce truc-là qui est aliénant. Et on va essayer de déconstruire cette histoire de trauma transgénérationnel qui est quand même qui existe, hein, parce qu'il y a des lignées, tu vois qu'il y a une bipolarité. Je dis pas que ça existe pas la génétique, les choses, mais c'est étouffant d'être résumé à ça. Donc on va essayer parce que, ça résume pas toute l'histoire de la vie des gens. Il y a des moments, ils sont bouffés par cette histoire, il y a des moments, ils sont dans un monde vivant, ils sont plus dans cette histoire et comment on va pouvoir les aider? Et ben, justement, à regarder cette histoire et à se dire, bah, par moment, peut-être il y a des trucs transgénérationnels dans ma vie, mais bon, bah, je les regarde, et puis, c'est une petite partie de ma vie où je suis même pas obligé d'y croire tout le temps, quoi. OK. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres choses, d'autres questions? Ouais, il nous reste 6 minutes. Mais peut-être il y a, je sais pas, Éventuellement, ouais, j'ai une Lanig. petite question. Alors, ça devait être sur la diapo 12-13 là. Euh, Quand tu parlais donc des comportements liés, par exemple, au monde du combat, au monde de l'évitement, tous ces Tu comportements, me au dis ça? final, Ouais, oui, heu, voilà, ouais. c'est de la dissociation, au final. Ouais, alors tu C'est peux des l'avoir comportements partout. de dis.
c'est ce que tu vois, c'est ce Ouais, que je mets à la fin là. Tout ça, ça se recoupe. Parce que suivant, si tu veux, le monde de la dissociation, c'est le monde des comportements automatiques aussi. Donc tu peux mettre partout à toutes les sauces. Le problème de faire des cartes comme ça, c'est que tu figes, alors que les définitions, elles sont mouvantes, fluctuantes. Donc effectivement, bien sûr, là, tu es dans des, quand t'es dans des, t'es dans des comportements automatiques. ouais, Donc les comportements automatiques, effectivement, c'est plus fort que moi. Le point, il tape, il ne m'appartient plus. Donc je suis dissocié de mon bras. Donc effectivement, tu peux décrire tout sous cet angle-là, bien sûr. Si tu veux, tout ok. c'est un trick. Mais là, je suis obligé de faire un truc Mhm. un peu con de court parce que sinon, c'est incompréhensible. Si on dit que tout est dans tout, c'est difficile. Mais t'as raison. Ok. Bien sûr, t'as raison. Non, c'était une question. Merci. Non, non, mais c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Arrêtez le partage. Ou d'autres interrogations, d'autres situations? Est-ce que ça vous paraît à peu près clair? Est-ce qu'il y a des choses d'autres sur le... Vous voyez là, c'est bon, c'est pas achevé, hein. L'idée, c'est de faire un pont pour pouvoir parler. Et Nardone faisait déjà ça, hein, dans ses bouquins Peur, panique, phobie. Là, j'ai fait ma thèse dessus il y a 20 ans. Euh, enfin 18. Il faisait des ponts, hein, entre le DSM et les diagnostics fonctionnels. Et tout le bouquin, Une logique des troubles mentaux de Nardone, c'est justement ça, de comment passer des diagnostics figés à des diagnostics opératoires, fonctionnels, avec ces tentatives de solution. Donc vraiment, j'invente rien. Mais l'idée, c'est de pouvoir parler à tout le monde. Et je vous dis, moi, je suis bien en peine parce que toute la journée, je suis avec des psychiatres, des psychologues, des gens. Il faut parler un langage qui parle à tout le monde. Donc là, j'ai reçu une jeune fille qui est en transition cet après-midi, de femme vers homme, et elle a été reçue par un médecin psychiatre là, aux urgences qui est super, qui est brillant, qui est plutôt d'inspiration psychanalytique, et qui décrit un monde avec plein d'interprétations. Elle a essayé de se trancher la gorge et elle veut se faire une mastectomie. Donc, il termine le truc en disant, voilà, il a voulu se couper la gorge et se couper les seins, quoi. Donc voilà, on peut décrire des choses vraiment. Mais après, moi, j'ai reçu la personne et j'ai fait mais vraiment complètement autre chose. Complètement autre chose. C'est pas le même monde. C'est pas le même parce que moi, dans mon monde, dans ma façon de faire, quand je décris les choses comme ça, après, je sais plus quoi faire. Je suis dans un monde dévasté, hyper bien décrit, mais je suis perdu, quoi. On a des milliards de raisons d'aller mal, mais on peut pas bouger, quoi. On fait des brillantes descriptions du désastre. Ça, c'est le monde de la psychopathologie et le monde de la psychothérapie. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. C'est deux mondes différents. Et l'idée, c'est comment faire une passerelle, quoi. Vous suivez mon raisonnement? Ça vous parle? Peut-être certains sont pas tous dans des milieux de psychiatrie, de psychologie, hein. Je suis désolé, je suis peut-être certains, c'était un peu loin. Est-ce qu'il y a d'autres choses que Oh, vous souhaitez partager? Ouais. Non, j'en mais c'est profite, super, Lannick, je vas-y, suis hein, désolé. c'est super. Non, mais c'est En, super, en- vas-y, hein. en Heureusement tout que t'es cas, ce là. que j'ai apprécié, c'est de faire effectivement ce lien que j'avais pas encore vu entre le monde de l'autonomie relationnelle là, de Julien Bedvez et puis vraiment le psychotrauma, comment, enfin l'organisation du psychotrauma et comment lier les deux. Et c'est vrai que Hmm. moi, je l'avais pas encore vu. Et donc, voilà, en tout cas, merci pour ça. Ouais, ben, super. Super, super. L'idée, c'est parce qu'on est un peu perdu dans tous ces mondes-là. L'idée, c'est d'avoir des cartes un peu. J'aurais pas cette prétention-là, mais voilà, c'est un clin d'œil aux cartes narratives aussi. C'est comment on peut essayer de s'y retrouver un peu, pour pouvoir parler ensemble déjà, et puis pour pouvoir essayer de faire notre mieux pour aider, quoi, les gens qui sont en face de nous. Bon, eh ben, écoutez, si c'est OK pour vous, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis, à bientôt avec la Repta, quoi, et plein de bonnes choses à vous. Bonne soirée. Merci. Au Bonne revoir. soirée, merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci bien. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.